Dans l'Antiquité, un athlète tombe, ne se relève pas et devient quand même vainqueur olympique. La couronne arrive trop tard. Le champion n'est plus là pour la porter. Aujourd'hui, on remonte 15 tragédies olympiques enfouies jusqu'au Nandezerolin, la plus incroyable et la plus brisée. À la fin, vous ne verrez plus les Jeux comme une simple fête du sport. Parce que derrière les podiums, l'histoire officielle a souvent poli les angles. Elle garde les hymnes, puis range les drames. Certains noms ont été retirés, certains morts minimisés, certains événements racontés comme des accidents isolés. Et pourtant, chaque tragédie révèle une faille différente. La politique, la sécurité, l'amateurisme, la pression ou le silence. Avant même le milieu de cette liste, vous saurez pourquoi le nom de Jim Thorpe a été réhabilité si tard. On commence loin du spectacle moderne, là où la gloire olympique peut déjà coûter la vie. Numéro 15, Aricion de Figali, le champion couronné mort, entre dans l'arène d'Olympie en 564 avec J.C. Face à lui, un adversaire de pancration. Ici, presque tout est permis, sauf mordre et viser les yeux. Le combat se referme. Aricion est pris à la gorge, son corps se raidit, mais il cherche encore une ouverture. Selon le récit antique, il tord le pied de son adversaire. La douleur force l'autre homme à abandonner. Puis vient la révélation glaçante. Quand les juges proclament la victoire, Aricion ne respire déjà plus. Il reçoit pourtant la couronne. Dans cette histoire, la gloire olympique ne sauve pas la vie, elle la dépasse. Et ce n'est que le début. Le prochain drame montre qu'au jeu, perdre peut parfois venir après avoir tout donné. Numéro 14, le marathonien disqualifié. Londres, 24 juillet 1908, Dorando Pietri entre dans le stade de White City, épuisé. Il n'a plus l'allure d'un vainqueur. Il vacille, repart dans le mauvais sens, puis comprend que la ligne est ailleurs. Alors le stade assiste à une scène presque insoutenable. Pietri tombe, se relève, retombe encore, sous les cris de la foule. La révélation est cruelle. Ce moment héroïque va justement lui coûter la victoire. Des officiels l'aident à avancer jusqu'à l'arrivée. Il franchit la ligne le premier, mais l'équipe américaine proteste, car son rival Johnny Hayes arrive derrière lui sans assistance. Le verdict tombe. Pietri est disqualifié. Hayes reçoit l'or et l'Italien repart avec une célébrité plus vaste que sa médaille perdue. C'est une tragédie sportive pure. Il devient légende parce qu'il ne garde pas l'or. Le prochain drame prouvera qu'on peut même perdre après avoir gagné. Numéro 13, les médailles volées de Thorpe. À Stockholm, en 1912, Jim Thorpe domine le pentathlon puis le décathlon. Sur la piste, il n'est pas seulement vainqueur, il paraît appartenir à un autre monde, plus puissant, plus complet, presque intouchable. Puis, en 1913, le choc tombe. Le CIO lui retire ses titres, comme si l'exploit n'avait jamais existé. La raison tient à un détail presque absurde aujourd'hui. Il avait reçu de l'argent pour jouer au baseball mineur avant les Jeux. À l'époque, l'olympisme exige un amateurisme strict. Thorpe, lui, a travaillé comme sportif, et cette ligne administrative l'écrase. Le plus cruel, c'est que la réparation arrive bien après sa mort. Sa réhabilitation transforme une sanction en symbole d'injustice. Cette affaire rappelle qu'une médaille peut être volée sans violence, par une règle froide. Le prochain drame ira encore plus loin. L'effacement. Numéro 12, l'athlète effacé par Berlin. Avant les Jeux de 1936, Gretel Bergmann saute haut, trop haut pour l'Allemagne nazie. Gretel est juive, allemande et spécialiste du saut en hauteur. Son rêve olympique se joue dans un pays qui veut déjà l'exclure. Le 30 juin 1936, à Stuttgart, elle franchit 1,60. Cette hauteur égale alors le record allemand féminin. Et c'est là que l'histoire bascule. Au lieu de l'emmener à Berlin, les autorités sportives l'écartent peu avant les Jeux. Le message officiel parle de niveau insuffisant. Mais son saut vient précisément de prouver l'inverse, devant témoins sur une piste allemande. Berlin 1936 ouvre alors ses portes au monde, mais pas à elle. La vitrine olympique doit rester conforme au récit nazi. La leçon est brutale. Certaines tragédies olympiques ne se jouent pas dans le stade, mais à la porte d'entrée. Le prochain est encore plus glaçant.
Numéro 11, la gymnaste morte à Londres. En 1948, Eliška Mišáková arrive aux Jeux avec l'équipe tchécoslovaque de gymnastique. Londres accueille ses premiers Jeux depuis la guerre. Pour ces jeunes athlètes, le voyage ressemble déjà à une victoire. Mais Mišáková tombe gravement malade pendant les Jeux. Le diagnostic est terrible, poliomyélite. Pendant que ses coéquipières continuent à la compétition, elle reste à l'écart. Son absence pèse sur chaque mouvement. La révélation bouleverse encore aujourd'hui. L'équipe tchécoslovaque remporte l'or alors que Mišáková meurt à Londres. Elle reçoit la médaille d'or à titre posthume. Un titre olympique devient aussi un acte de mémoire. Dans les palmarès, son nom tient en une ligne. Dans l'histoire olympique, il reste l'un des silences les plus bouleversants. Numéro 10, le skieur qui n'a jamais défilé. Ross Milne arrive à Innsbruck avec l'équipe australienne, prêt pour ses premiers Jeux d'hiver. Il a 19 ans. Le 25 janvier 1964, il s'élance à l'entraînement sur la descente olympique de Patscherkofel. La révélation est brutale. Ross Milne meurt avant même la cérémonie d'ouverture, sans avoir porté son pays dans le défilé olympique. Pendant une reconnaissance, il perd le contrôle et heurte un arbre en bord de piste. L'accident transforme l'entraînement en drame olympique. À l'époque, les protections sont loin des standards modernes. La montagne reste magnifique, mais la marge d'erreur y est presque inexistante. Son nom ne devient pas une médaille, mais un avertissement. Aux Jeux d'hiver, le décor de carte postale peut cacher une piste mortelle. Et dans l'épreuve suivante, ce n'est plus la descente qui piège un athlète, mais un virage devenu impossible à oublier. Numéro 9, le lugeur du virage mortel. À Eagles, près d'Innsbruck, la piste glacée attend les Jeux d'hiver de 1964. Kazimierz Skrzypecki, britannique d'origine polonaise, s'élance à l'entraînement. Il ne dispute pas encore les Jeux, il les prépare. La révélation glace le décor. La luge fait ses débuts olympiques et l'un de ses concurrents meurt avant même la cérémonie d'ouverture. Le 23 janvier 1964, Kazimierz Skrzypecki chute pendant une descente d'entraînement. La piste d'Eagles devient aussitôt plus qu'un site olympique. À cette époque, la discipline arrive avec sa vitesse, ses trajectoires étroites et une marge d'erreur minuscule sur la glace. Les images officielles retiendront les médailles. Mais en coulisses, cette première olympique porte déjà le poids d'un homme absent. Certaines disciplines n'entrent pas dans l'histoire par un record, mais par une ombre. Le prochain drame s'éloigne de la glace et disparaît en mer. Numéro 8, la sprinteuse disparue en mer. À Pékin, en 2008, Samia Youssouf Omar court sous le drapeau somalien. Elle n'est pas favorite, mais sur la piste, son dossard devient déjà plus qu'un résultat, une présence. Le détail qui glace arrive après les Jeux. En voulant rejoindre l'Europe avant Londres 2012, Samia disparaît en Méditerranée. Son rêve olympique ne se joue plus dans un stade. Il passe par les routes dangereuses empruntées par des exilés. Selon les récits rapportés après sa mort, elle tente de gagner l'Italie depuis la Libye. Le voyage s'arrête en mer. La tragédie révèle une vérité brutale. Pour certains athlètes, la ligne d'arrivée se trouve loin des caméras et des médailles. Et le prochain drame remonte au début des Jeux modernes, quand l'idéal olympique découvre soudain son premier deuil. Numéro 7, Francisco Lázaro, le premier mort moderne. À Stockholm, le 14 juillet 1912, le marathon olympique s'élance sous une chaleur lourde. Lázaro vient de Lisbonne, menuisier et marathonien. Dans le peloton, son maillot portugais traverse les routes poussiéreuses vers Sollentuna. Au fil des kilomètres, son corps lâche. Près de Sollentuna, il vacille, s'effondre, puis est évacué vers l'hôpital. La révélation glace les Jeux. Lázaro meurt le lendemain. Il devient le premier athlète décédé lors d'une épreuve olympique moderne. Les récits de l'époque évoquent une préparation dangereuse. Il aurait enduit sa peau de graisse contre le soleil. Ce geste aurait aggravé l'épreuve. La modernité olympique n'a donc pas attendu les stades géants pour connaître son deuil. Dès 1912, l'idéal sportif porte une tombe. Et le prochain drame ne se contente pas de briser une carrière. Il pousse le sport à regarder autrement ce qu'il avale. Numéro 6, la chute qui change l'antidopage.
Rome, 26 août 1960, le contre-la-montre par équipe avance sous une chaleur écrasante. Dans l'équipe danoise, Knud Enemark Jensen pédale avec ses coéquipiers. Puis son rythme se dérègle, presque sans prévenir. Jensen s'effondre en pleine course. Le drame ne se joue pas dans un stade, mais au bord d'une route olympique. La révélation glaçante vient ensuite. Jensen meurt le jour même, à Rome, à seulement 23 ans. L'explication reste discutée. Chaleur, chute, produit évoqué dans l'encadrement. Mais l'affaire installe un mot qui dérange, dopage. Pour le mouvement olympique, ce n'est plus une rumeur de vestiaire. Un athlète est mort et le contrôle médical devient une question politique. Cette chute rappelle une vérité brutale. Parfois, le sport ne change qu'après avoir trop tardé. Le prochain drame naît dans une discipline presque oubliée. Numéro 5. Le mort d'un sport de démonstration. Aux Jeux d'Albertville, en 1992, Nicolas Boschatay représente la Suisse en ski de vitesse. La discipline fascine par sa simplicité brutale, descendre tout droit le plus vite possible. Elle n'est pourtant pas un sport olympique permanent. Le 22 février, jour de la finale, Boschatay s'échauffe sur une piste proche. La course doit offrir une vitrine spectaculaire au public olympique. Puis l'impensable arrive, il percute une dameuse. Le choc tue un athlète venu participer à une épreuve encore expérimentale. La révélation glace tout. Boschatay ne meurt pas pendant la finale officielle. Il meurt avant, dans l'ombre logistique de l'événement. Le ski de vitesse disparaît ensuite du décor olympique. Cette tragédie reste liée à une discipline montrée au monde, mais jamais installée durablement. Ce drame rappelle une absurdité cruelle. On peut mourir pour une vitrine. Le prochain frappe au cœur même de la fête olympique. Numéro 4. La bombe du parc olympique. Atlanta, 27 juillet 1996, la fête continue au Centennial Olympic Park, entre musique, foule et caméra. Au milieu du parc, un sac abandonné attire l'attention de Richard Jewell, agent de sécurité présent sur place. Jewell alerte les policiers et participe à l'évacuation. Quelques minutes plus tard, l'explosion déchire la nuit olympique. La révélation est brutale. L'homme d'abord présenté comme un héros devient rapidement un suspect aux yeux d'une partie du pays. Son nom circule, son visage sature les journaux télévisés. L'enquête avance, mais la réputation de Jewell, elle, est déjà attaquée. La tragédie humaine se double alors d'une tragédie médiatique. Après la bombe, une autre machine se met en marche, celle du soupçon public. Ce soir-là, les Jeux montrent une peur nouvelle. Survivre à l'attentat ne protège pas toujours de l'après. Le prochain frappe avant même l'ouverture. Numéro 3. La luge avant l'ouverture. À Whistler, le 12 février 2010, Nodar Kumaritashvili s'élance pour un entraînement olympique. Il vient de Géorgie. Dans quelques heures, Vancouver doit célébrer le début des Jeux d'hiver. Mais dans une courbe du tracé, la descente bascule. Sa luge sort de la piste et l'entraînement devient une scène de crise. La révélation glace tout, il ne meurt pas pendant une compétition. Il meurt avant même que les Jeux soient officiellement ouverts. Le soir même, la cérémonie commence pourtant. La délégation géorgienne entre dans le stade, visage fermé, brassard noir, drapeau endeuillé. C'est l'image impossible à effacer. Les Jeux promettent la fête, mais avancent déjà avec un mort sur les épaules. Et si une mort avant l'ouverture paraît impensable, le prochain drame frappe encore plus loin, avant les Jeux, contre une foule entière. Numéro 2. Le massacre avant Mexico. Le 2 octobre 1968, la plaza de la Strey Culturas se remplit d'étudiants, de familles, de voix inquiètes. Depuis l'été, le mouvement étudiant défie le gouvernement mexicain. À quelques jours des Jeux, le pouvoir veut surtout une capitale silencieuse. Ce soir-là, les forces de sécurité encerclent la place. Des témoins décrivent des tirs, la panique, puis des corps au sol. Le détail glaçant, c'est le calendrier. 10 jours plus tard, le 12 octobre, les Jeux olympiques de Mexico s'ouvrent officiellement. Le bilan exact reste disputé. Mais l'essentiel est impossible à effacer. Des manifestants sont tués avant la grande célébration mondiale. Pour le gouvernement, l'image olympique doit tenir.
Pour les familles, la place devient un souvenir de peur, de deuil et de silence imposé. Tlatelolco rappelle qu'une fête planétaire peut commencer sur une blessure ouverte, et le prochain drame va briser les Jeux en direct. Numéro 1, Munich, les Jeux brisés. Le 5 septembre 1972, au village olympique, des hommes armés entrent dans l'immeuble de la délégation israélienne. À l'intérieur, des athlètes et entraîneurs israéliens sont pris au piège. Les Jeux continuent d'exister dehors, mais la fête vient de basculer. Le groupe palestinien Septembre Noir exige la libération de prisonniers. Les négociations s'étirent sous les caméras du monde entier. Le détail qui glace, c'est que cette crise se déroule presque en direct. Pour des millions de spectateurs, l'horreur entre dans le salon. La police allemande prépare un sauvetage à l'aéroport de Fürstenfeldbruck. Mais l'opération est improvisée, mal coordonnée et tourne au désastre. Au bout de la nuit, 11 membres de la délégation israélienne sont morts. Le mot « tragédie » ne suffit plus à contenir ce qui vient d'arriver. Munich reste la fracture irréparable des Jeux modernes. L'instant où l'idéal olympique cesse d'être une promesse et devient une question posée au monde. Voilà les 15 tragédies que l'histoire olympique a trop souvent laissées dans l'ombre. Derrière la vitrine brillante, il y a aussi des vies brisées, des noms effacés et des drames longtemps minimisés. Dites-le en commentaire. La tragédie la plus oubliée est Esoji. Sauvegardez et partagez cette vidéo, elle sert de référence. Et abonnez-vous pour d'autres histoires que le sport préfère oublier.